La Suède est régulièrement prise en exemple par les opposants aux restrictions instaurées par les politiques en France. Qu'en est-il réellement? La Suède est-elle un modèle? On fait le point avec Lucie, installée en Suède depuis quelques décennies. Elle nous fait part de son vécu, de ses ressentis et de ses points de vue. Bonjour Lucie, tu as accepté de témoigner pour Satrapolis sur ce que tu as vécu en Suède depuis 2020. Donc tu vis avec un Suédois depuis 1994, tu es installée en Suède depuis 1998 et tu as eu 2 enfants nés en Suède et qui ont aujourd'hui en 2023 21 ans et 19 ans. Veux-tu nous faire part des différences notables que tu as pu observer dans la gestion de la crise sanitaire depuis 2020 en Suède par rapport à la France? Comment tu l'as vécu et est-ce qu'il y a des différences culturelles entre les Suédois et les Français? Il y a les différences, il y a eu les différences de traitement et puis les différences de résultats, puisque le résultat en fait concret, c'est qu'en France, je perçois énormément de trauma suite à la période Covid. Beaucoup de gens, même encore maintenant, je trouve, avec un masque, un traumatisme vraiment général dans la société. Pas du tout en Suède, il n'y a pas du tout de traumatisme de cet ordre, je pense, du fait qu'on n'ait pas du tout eu les mesures qui ont été appliquées en France. On n'a pas eu de confinement, on n'a pas eu d'amende à 135 € dès qu'on faisait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais donc effectivement, on dit qu'on montre la Suède en exemple comme si c'était un pays où il n'y avait pas eu de restrictions. Et depuis le début, j'essaie d'apporter un bémol parce qu'il alors il n'y a pas eu de restrictions à la française, il n'y a pas eu d'interdiction, mais il y a eu des recommandations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suède, la pression de groupe est très forte. C'est un pays qui fonctionne en fait assez différemment de la France. Et donc là-bas, une recommandation, elle a valeur d'obligation en fait. Il y a une cohésion du groupe qui est beaucoup plus forte qu'en France. Et cet esprit de jeu collectif, on va dire, on fait tous pareil. Donc c'est vrai qu'au niveau des mesures qui ont été prises, donc le Covid est arrivé, donc on en a entendu parler, comme en France, fin janvier, on a entendu qu'il y avait quelque chose en Chine, ils ont commencé à en parler un petit peu à la télé. Mais je me rappelle très bien voir à la télé l'ancien chef du service de santé suédois, la haute autorité de santé, dire que le confinement n'était pas envisageable parce qu'on savait que ça ne marchait pas, qu'on savait que c'était très mauvais pour le psychisme des enfants, qu'il fallait au contraire essayer de continuer à avoir une vie normale, parce que sur le long terme, c'était ça qui était meilleur. Ça dès le départ? Oui, c'était le départ. Je me rappelle c'était à l'époque où je regardais encore un tout petit peu la télé. Et je me rappelle de Guy Zecke, il s'appelle, qui était à la télé et qui était interviewé, puisqu'il n'était pas en charge des décisions à prendre, mais il intervenait puisqu'il était assez connu quand même. Et donc il a expliqué que, à son avis, il n'y aurait pas de confinement en Suède, puisqu'on savait que ça ne marchait pas. Et puis parce qu'on savait que c'était très mauvais pour les jeunes, en fait. Je me rappelle vraiment de ça. Il recommandait dans le même temps aussi aux gens d'aller en forêt pour s'aérer, pour faire du sport, pour décompresser. Voilà, contrairement à la France où on disait aux gens de rester chez eux. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que, alors j'ai plus exactement les dates en tête, on a recommandé aux entreprises de recommander à leur personnel de travailler de la maison s'ils pouvaient le faire. Alors il faut savoir aussi qu'en Suède, le télétravail, c'était déjà dans les mœurs depuis pas mal de temps. Alors pas à la même échelle que maintenant, mais la Suède elle est toujours au point pour tout ce qui est technique. Ils aiment bien la technique, le digital, tout ça. Donc, les enfants reçoivent un ordinateur quand ils rentrent à l'école. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, en France, on parle beaucoup à l'heure actuelle d'identité digitale. En Suède, c'est déjà dans les mœurs depuis pas mal de temps. Moi, j'ai besoin de mon numéro de sécurité sociale qui passe par Internet, en fait, tout le temps dès que je veux faire quelque chose. J'appelle mon assurance de voiture, je m'identifie avec mon numéro de sécu. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais... Tu me disais que la structure d'État était très encadrante, que les recommandations valaient contrainte morale. Avant cette pandémie, tu me parlais des malades qui ne vont pas voir un médecin systématiquement, on n'a pas le droit de faire des analyses comme on veut, qu'il y a quand même toute une configuration aussi dans l'appréhension de la maladie complètement différente de la France. Tu peux nous parler de ça un peu? Oui, non, mais c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas tellement comparer les chiffres quand on dit
Il y a eu tant de morts en France par 1000 habitants et tant en Suède. On ne peut pas vraiment comparer parce qu'effectivement en Suède, quand on est malade, déjà on ne va pas chez le médecin. En France, on est malade, on va chez le médecin tout de suite et on repart avec plein de médicaments. Enfin, en tout cas, avant, c'était comme ça. C'est toujours comme Ou ça. même à la pharmacie. Voilà. En Suède, non. En Suède, quand on est malade, on essaie d'aller chez le médecin. D'abord, les médecins, c'est pas des médecins privés, souvent. C'est-à-dire c'est des dispensaires où on est inscrit en fonction de là où on habite. Bon, maintenant, on peut choisir, mais bon, c'est quand même comme ça que ça se passe. Il est très rare d'avoir un rendez-vous tout de suite. Et même si on en a un, en fait, on dit, bon, bah, tu rentres chez toi, et puis si dans 3 jours, tu as toujours de la fièvre, bah, tu reviendras. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les choses, elles se tassent d'elles-mêmes. Donc, quand je suis arrivée en Suède, effectivement, je trouvais ça, j'avais l'impression qu'on ne me prenait pas au sérieux. Et puis, avec le recul, c'est vrai que ça s'est toujours bien passé et que je trouve qu'en France, c'est assez fou. Quand je vois le nombre de médicaments qu'il y a chez ma belle-sœur, par exemple, par rapport à chez nous, on n'a jamais rien eu. Donc, si vous êtes malade, vous restez chez vous pour pas contaminer les autres. Voilà, c'était un peu ça. Il y avait possibilité de se tester. Alors, ça, il y a eu, c'était pas, ça a changé tout le temps, en fait. J'allais dire toutes les semaines. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu une période où, bon, c'était quand même, vous êtes malade, vous restez à la maison. Si, pour ceux qui veulent se tester, il y a eu une période où on pouvait se tester. Alors, il fallait s'inscrire en ligne et ils envoyaient un test à la maison, alors soit qui venait carrément en taxi, donc le test on l'avait dans les 2 heures, ou alors ils envoyaient le test par la poste, donc c'est complètement ridicule, parce que du coup le test arrivait 2, 3 jours après. Et puis après ils ont complètement arrêté, euh, et donc là il y a des acteurs privés qui ont pris le relais, parce qu'il y avait pas mal d'argent à gagner, puisque les Suédois voyageant beaucoup, il fallait aussi un test négatif pour pouvoir voyager, pour ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc il y a des tas d'acteurs qui ont repris le marché et avec des prix qui étaient assez hallucinants dans les quartiers chics, on va dire, de Stockholm. J'ai vu des cliniques moi, qui prenaient 300 euros le test pour avoir le tampon en fait. Voilà. Mais l'État ne le faisait pas. Donc l'État ne voulait pas tester les gens et donc ils estimaient ils n'avaient pas à faire d'attestation. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas testé tout le monde, donc on peut pas, et je connais pas en fait la surmortalité entre guillemets Covid parce qu'on a attribué la mort au Covid alors que c'était autre chose par rapport à la France. Donc je ne sais pas ce que ça vaut en fait de comparer ces chiffres français et ces chiffres suédois. D'accord. Alors, tu me disais que par contre, avant déjà le Covid, les gens qui étaient malades, qui avaient un rhume, n'allaient pas forcément travailler. Non, il y a ça aussi, effectivement. Ils restent Voilà. d'eux-mêmes chez eux pour Voilà. pas les contaminer, quoi. Voilà. C'est déjà inscrit dans l'ADN des Suédois, Tout à fait. dans la Tout à société. fait, ouais. C'est vrai que c'est la première fois, moi ça m'a surprise au début. J'avais invité des copains et en fait ils sont pas venus parce que elle était enrhumée. Et en France ça m'est jamais arrivé, donc j'étais vraiment surprise. Et ça c'était je sais pas, il y a 20 ans, donc ça n'a rien à voir avec le Covid. Donc c'est déjà dans la mentalité effectivement. Il y a cette idée on parlait du fait que en fait au travail on a une obligation de résultat et non pas une obligation de présence. Donc, je pense qu'il y a une confiance, on accorde une confiance. De la même manière que le salarié fait confiance à l'entreprise ou à l'État, l'employeur fait confiance au salarié beaucoup plus qu'en France, je crois. Donc, le salarié a quelque chose, une tâche à accomplir, un rapport à rendre, quoi que ce soit. À partir du moment où le rapport est rendu, l'employeur se moque de savoir si il a été fait à 10 heures du matin ou le week-end, ou voilà. Oui, Donc, on fait aussi confiance au fait que quand quelqu'un ne vient pas parce qu'il est malade, c'est qu'il est vraiment malade, et non pas un tir au flanc, par exemple. il y a une notion de responsabilité. Ouais, La ouais. personne s'auto-responsabilise. Tout à fait. Justement, en Oui. France, on a plutôt tendance à infantiliser. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler de la maison. Les lycées et les collèges, alors les lycées et la fac, on est passé à l'enseignement en visio, avec possibilité quand même pour les enfants, certains enfants, d'aller en présentiel. On n'a jamais fermé les primaires ni les maternelles. Ça a toujours été ouvert. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Il y avait le fait que d'abord on disait que c'était pas du tout dangereux pour les enfants, donc il n'y avait aucune raison qu'ils ne continuent pas à avoir leur vie habituelle. Il y avait le fait, ça je me rappelle d'un truc à la télé, le fait de permettre au personnel soignant de continuer aussi à pouvoir eux-mêmes laisser leurs enfants à l'école pour pouvoir aller travailler. Et au niveau donc des masques, dans les maternelles et les primaires, il n'y a pas eu de notion de masque. Non. Les enfants n'ont jamais porté de masque, il n'y a jamais eu de masque à l'école. Moi j'habite à Stockholm, donc ils ont recommandé dans les transports en commun aux heures de pointe aux gens de porter le masque, en sachant que c'était donc encore une fois une recommandation, donc il n'y avait pas de notion d'amende.
Dans le métro, le plus que j'ai vu, c'était, je sais pas, une personne sur 8 maximum avec un masque. C'était beaucoup plus souple, beaucoup plus souple, ce qui fait qu'à la sortie, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont, comment dire, je veux pas dire qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait une pandémie. Ça n'a pas du tout laissé les traces que moi je ressens en France, en tout cas. Non, mais par exemple, quand on dit que les recommandations sont contraignantes, donc il y a eu une période où on recommandait aux gens de pas être plus de 10. Enfin, ils ont demandé, par exemple, pour fêter Noël, de ne pas être en trop grand groupe dans la famille. Donc nous, par exemple, on a fêté Noël à la montagne, il faisait -3, on était dehors. Et voilà. Et en fait, moi, en tant que Française, c'est vrai que j'ai pas vraiment pris les recommandations au sérieux. C'est-à-dire que j'ai dit le week-end d'après, bon, on va inviter des copains. Et pour mon mari, c'était complètement impossible. Il m'a dit, mais non, ils ont recommandé qu'on se voit pas. J'ai dit, bah oui, justement, ils ont recommandé, donc on va le faire. Et on n'est pas obligé. Et pour lui, donc c'était vraiment une différence culturelle importante. Et pourtant, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Moi, en bonne française, quand l'État m'a demandé de recommander, pour moi, quelque part, ça veut dire je fais comme je veux. Voilà. Alors pour les Suédois, c'était vraiment, ils ont vraiment pris ça. C'est pris à la lettre, en fait. C'est vraiment pris à la lettre. Et c'est pour ça que quand finalement en France on dit regardez l'exemple de la Suède, ils ont appliqué aucune mesure, on n'est pas du tout dans le même système, dans la même culture, dans la même société, c'est carrément autre chose. Quoi. Et finalement les Suédois se sont conformés à des recommandations, alors que nous en France, il nous fallait des interdictions et des obligations pour pouvoir obtenir un conformisme. Enfin, tout à fait. Alors donc ça veut dire que la conséquence pratique, c'est après coup ça n'a pas laissé de traces comme ça dans la société suédoise. Mais ce dont on parlait tout à l'heure, c'est du fait que en fait en Suède, donc c'est très souple, il y a beaucoup de choses de possibles, mais en fait il y a quand même un cadre limitant, mais qu'on ne voit pas tout de suite. Parce que par exemple, comme je te disais, moi quand j'étais enceinte, j'ai voulu faire une prise de sang pour voir si j'avais la toxoplasmose et c'était pas possible. Parce qu'en Suède, on ne teste pas contre la toxoplasmose et j'ai proposé, moi, de payer de moi-même et non, c'était pas possible. Donc, tu sors du cadre dicté par l'État et là, c'est un no man's land. Là, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et là où le Français aura cette idée de système D depuis le départ, puisqu'il a l'habitude de contourner la loi, donc il a l'habitude... Non, mais c'est ça, en fait. Et donc, il aura l'habitude de trouver une solution. Le Suédois n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que on a décidé, ça peut être l'État, mais quelque part, il a l'impression que c'est pour son bien à lui. On a décidé que ce serait comme ça, donc ça doit être comme ça. On ne fait pas différemment, on n'essaie pas de contourner la loi. Oui, il t'expliquait que d'ailleurs, en 20 ans, tu n'as pas vu de manif, il n'y a pas de grève, enfin, il y a eu peut-être 2. Je crois que j'ai vu 2 grèves de chauffeurs de bus en 20 ans. Mais c'est vrai qu'il y a les syndicats sont beaucoup plus importants, qu'il y a vraiment des discussions. D'ailleurs, en Suède, avant qu'une décision soit prise, ça met des heures. Hein. En tant que Français, on se trouve ça au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Donc il faut le consensus. Il faut le consensus. À partir du moment où il y a le consensus et qu'il y a une décision qui est prise, on ne revient pas dessus on y va. Quoi. Ouais. Et on ne discute pas. Ouais. En fait, c'est comme ça. L'image qu'ils prennent, moi j'avais entendu que je trouvais qu'il était assez bonne, c'est en fait la Suède, c'est un peu comme un paquebot et la France, c'est un petit voilier. Voilà, donc le paquebot, effectivement, avant qu'il change de trajectoire, c'est très lent et voilà, une fois qu'il est lancé, alors que la France, c'est vraiment... Ça zigzague. Ça zigzague en permanence. Ouais, c'est ça. Alors, tu me parlais du pass vaccinal en Suède, qui a eu un pass vaccinal très éphémère, du 1er décembre 2021 à février 2022. Oui. C'est une mesure qui a été prise, qui arrivait vraiment comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Puisque dans beaucoup de pays, il y avait eu des confinements, des passes vaccinaux, ainsi de suite. Et donc, on pensait qu'on en était complètement épargnés. Et puis, tout d'un coup, le 1er décembre, voilà, ça a été... En fait, la décision, je crois, elle a été annoncée en novembre, donc très peu de temps avant. Comme quoi, au 1er décembre, il y aurait un pass vaccinal pour les réunions publiques en espace fermé de plus de 100 personnes, je crois. Donc avec des situations assez cocasses, parce que par exemple, mon fils est allé voir... donc heureusement, il est du début de l'année, donc en décembre, il avait encore pas 18 ans. Donc il devait aller voir un match de foot. Et donc comme il fait froid, c'est en plein hiver. Donc en fait, c'est une arène où... des arènes qui peuvent se fermer, il y a un toit amovible ou pas. Donc si le toit n'était pas mis, on n'avait pas besoin du pass puisque c'était ouvert.
Mais si le toit était mis pour aller voir le match, ça devenait fermé, donc il fallait un pass sanitaire pour rentrer. Bon, au final, il est rentré il était le seul de sa bande de copains à ne pas avoir 18 ans, donc on ne lui a rien demandé. Non, mais une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est en fait, j'ai jamais suivi le décompte à la télé, journalier, tout ça, mais j'ai suivi les allocutions de Macron. Enfin, je regardais quelques faits comme ça, un peu pour voir un peu l'évolution. Et il y avait vraiment une différence énorme entre la France, où donc Macron faisait ses allocutions en étant en guerre, enfin quelque chose de très dramatique, par rapport à la Suède, où en fait en Suède, c'est pas du tout les politiques qui ont géré ça, c'est vraiment c'est vraiment la haute autorité de santé. C'est-à-dire le Premier ministre suédois, ou même le ministre de la Santé, s'est jamais mêlé en fait des mesures qui étaient prises. C'est vraiment le chef de l'autorité de santé, Anders Tegnell, qui était en charge. Il prenait les décisions. Mais par exemple, l'allocution de Stefan Löfven, le Premier ministre suédois, donc l'équivalent de Macron pour la Suède, n'était pas du tout dans le même esprit que le discours français. C'était vraiment tout le monde au même niveau. C'était un discours complètement différent. C'est important de montrer qu'il n'y a pas, c'est pas tout blanc ni tout noir. Que prendre la Suède comme un peu un modèle résistant qui aurait fonctionné, en fait, c'est Non. pas ça, quoi. Non. On est dans autre chose, on est dans une autre forme sociétale, Tout à fait. une autre forme de pensée. Tout à fait. C'est des manières de fonctionner différentes, mais c'est aussi un rapport à la maladie qui est différente. Oui, ce sont vraiment des modèles complètement différents.